Qu'est-ce que je vous sers? Pas que matin. Qu'est-ce que vous avez bu là? Une bouteille et demie à deux. Je suis content de picoler avec vous. Santé, tu sais? Adieu. Attends, je me sens pas bien. C'est maintenant qu'on va danser comme des malades. Le dernier verre. Épisode 2. Si la réalité s'impose, tout explose. Hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Tout comme dans l'épisode 1, je suis accompagnée par Rémi. Ah là là, je suis pas du tout content d'être ce mec qui dit là ça enregistre. Ok. Alice. J'étais quand même très timide, même si j'ai toujours eu une grande gueule, mais j'étais très timide. Angélique. Je cherchais vraiment cette ivresse en fait, ce besoin d'altérer la conscience. Louise. Il y a eu des périodes où je buvais tous les soirs, actuellement moins. En fait, quand même, je dis que je bois plus maintenant, mais je bois moins qu'à une autre période de ma vie. Et Elias. Au bout du 4e coma éthylique, on comprend que ne pas manger avant n'est pas spécialement une bonne idée, jeune homme. Et aujourd'hui, on va parler du déni. Mais avant toute chose, entendons-nous. L'alcool est une drogue. Éprouver des difficultés à développer un rapport sain avec une drogue, c'est normal, logique, naturel. C'est tout le principe, en fait. Et l'alcoolodépendance est une maladie dont on définira ensemble les contours dans l'épisode 4. Ayons tous en tête ces 2 points essentiels qui ne laissent aucune place à la culpabilité. Aucune. Ni pour vous, ni pour nous, ni pour personne. Voilà. C'est dit. Et croyez-moi, on se le redira. En attendant, bonne écoute. 36% des hommes de moins de 35 ans ont un usage dit à risque de l'alcool qui correspond à plus de 2 verres par jour. Chez les femmes de la même tranche d'âge, 15% sont concernés par ce comportement dangereux. Aujourd'hui, l'alcool est la 2e cause de mortalité évitable en France. On tient un double discours. Un discours sanitaire qui est que l'alcool est mauvais pour la santé et un discours évidemment culturel qui en fait une spécificité française. Du bon vin. En fait, avec modération, c'est un mauvais mot. Aujourd'hui, le vrai message de santé publique serait l'alcool est mauvais pour la santé. Comment lutter contre l'alcoolisme ? Je trouve que cette façon de poser le problème est déjà assez marquée. C'est l'alcoolique, c'est pas nous, et c'est donc une bonne façon de ne pas voir en quoi on est concerné. L'essentiel des problèmes liés à l'alcool surviennent avant qu'on soit alcoolique. Des cuites, il y en a eu de toutes les époques, mais maintenant la cuite systématique dans toutes les soirées, même si on a une culture française du boire et du bien boire, derrière, il y a toute une stratégie de l'industrie pour amener à consommer de cette manière-là. On l'a vu avec l'invention de nouvelles boissons, de nouveaux modes de consommation, happy hours, etc. Ça arrive pas par hasard. Les open bars, les week-ends d'intégration, le soutien aux grandes écoles. Vraiment, c'est une stratégie d'initiation à la cuite comme élément normal de la culture qui est le changement fondamental. Ma famille buvait énormément, donc en fait je rentrais dans le moule. Angélique. Et ils se vendent de leur consommation. Il y a énormément de blagues sur la consommation d'alcool. C'est je me suis bourré la gueule, je suis en gueule de bois, ça veut dire que j'ai beaucoup picolé. Il y a beaucoup de blagues en fait, et donc c'est totalement banalisé. Et moi j'étais vraiment celle qui buvait énormément, quoi. Eux aussi boivent énormément, mais pas autant que moi ce que je buvais. Et donc j'ai pu avoir quelques petites réflexions, mais tout le monde laissait faire, parce que c'est pas non plus quelque chose de grave. Ils le voient pas comme une dépendance, comme une addiction. La plupart de mes amis baignent dedans comme moi. Hein. Elias. Il y a toujours quelqu'un qui t'appelle, que ce soit en semaine, que ce soit en week-end. Oh, mais c'est l'anniversaire de ci. Oh, mais je dois fêter mon travail. Viens, on se boit un verre. Viens, on fait un date. C'est trop facile de boire. On est quand même en France, le pays du vin, le pays des liqueurs, de l'armagnac, du cognac, de la bonne Boostify. On boit en mangeant. C'est super facile. Super facile. C'est une facilité, en fait, de boire. C'est beaucoup plus facile de boire entre amis que de se retrouver. Même une soirée tranquille, c'est une soirée où on prend du fromage, de la charcuterie et un verre de vin. Tout est occasion pour continuer à boire en groupe.
Il y a toujours le côté social, hein, ça c'est sûr, mais en fait c'est devenu tellement normal dans la plupart des interactions sociales qu'on n'y fait même plus trop attention. Louise. Dans les rapports de séduction aussi, des rencarts amoureux, c'est pareil avec de l'alcool, avec les copains c'est avec de l'alcool. Donc beaucoup de rapports humains sont encadrés par l'alcool d'une certaine manière. Et du coup l'alcool fluidifie les conversations, tout simplement. C'est en fait souvent t'as pas grand chose à te raconter, ou alors que à certaines personnes, mais en fait ça fluidifie c'est un grand lubrifiant l'alcool. Non ouais, ça permet de trouver des consensus. C'est pas cool les gars, vous avez fait de l'alcool alors que nous on crève la dalle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ça devrait s'appeler l'alcool. C'est un psychotrope extrêmement agréable, le plus culturel, celui qui facilite les relations amoureuses. C'est génial pour ça. Mais À la vôtre, hein. Santé. Merci, hein. Puis bonne chance, surtout. Allez-vous chanter. Santé. C'est fort. Ce déni du pouvoir addictif de l'alcool et de sa dangerosité, c'est une expérience collective et individuelle. Quand on vit dans une société qui condamne socialement l'alcoolisme, mais qui banalise, voire qui valorise l'alcool, pas simple d'y voir clair quant à sa propre consommation. Chacun la qualifie un peu comme il le souhaite, en s'appuyant sur sa propre grille de lecture. Et ça donne des analyses un peu bancales, comme je suis pas alcoolique moi, je bois jamais seul. J'ai aucun problème avec ça, c'est que les week-ends. T'inquiète, je peux m'arrêter quand je veux. Ah ouais? T'es sûr? Pour Alice, qui est sobre depuis le 16 février 2022, bravo à elle, le déni, c'est de l'histoire ancienne. Mais pendant de nombreuses années, elle a usé de ce super pouvoir qui permet de nier la réalité. Quand on buvait avec mes amis et tout, j'avais toujours ma bouteille de William Peel, que je voulais absolument pas boire avec du coca. Là, on passait des après-midi et toute la nuit, enfin tu vois, on allait voler dans les épiceries et tout, et on faisait de la merde quoi, mais j'ai pas vraiment de souvenirs précis parce que j'étais tout le temps, je faisais que des blackouts en fait. Je me souvenais de rien et le lendemain, tout le monde se foutait de ma gueule, tu vois, genre t'as fait ci, t'as fait ça, et moi j'étais en mode mémoire sélective quoi. Et je pense que c'est plus ça que des blackouts, tu vois, j'étais un peu dans le déni. Et mais bon, j'ai toujours su quand même. J'ai toujours su au fond de moi, mais bon, j'avais pas envie d'y penser quoi. Ilias, qui boit depuis ses 15 ans et qui tente actuellement de modérer sa consommation, a passé de nombreuses années à ignorer son problème avec l'alcool. Et aujourd'hui encore, il a parfois du mal à accepter la réalité. Quand je bois, il y a une grande part de déni, mais je disais même à une époque, le déni est mon meilleur ami. Il n'y a pas cette limite, ce déclic à l'intérieur de moi-même. Et des fois, à des moments où genre, je suis à moitié en train de m'endormir, ou il y a je parle comme ça. Et pour moi, genre, je parle normalement. Alors que la personne me dit, mais tu peux répéter là, tu peux articuler. Mais tu m'écoutes pas, toi t'es bourré, t'écoutes pas. Non, c'est pas la personne qui est bourrée qui écoute pas, c'est toi qui n'articule plus, Ilias. C'est vraiment, genre, je suis dans le déni total. Non, je suis pas bourré. Moi, j'ai commencé à picoler vers 14 ans, et j'ai pris conscience du problème 9 ans plus tard. Durant ces 9 années, je n'ai pas toujours bu des quantités astronomiques quotidiennement. Déjà parce que je fais 1m20 les bras levés. Ensuite, et quelque part heureusement, parce que j'avais pas le porte-monnaie. Mon problème à moi, c'était plus la recette de mes bonnes grosses soirées.
Prenez pour base un estomac bien vide et l'envie de tout lâcher. Ajoutez sans modération de la bière, du vin et tout autre liquide contenant de l'éthanol. Mixez les conduites gênantes au comportement à risque, secouez le tout, attention au vomi. Et surtout, ajoutez l'ingrédient secret pour éviter de culpabiliser. Je crois que le moment est venu de te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a bien longtemps. Ok. L'ingrédient secret, c'est... un magnifique blackout. Voilà. Et cette recette, vraiment, mais je l'adorais, au point de la refaire tous les week-ends. Mais tout allait bien. Rémi, lui, il a réalisé la gravité de sa dépendance 1 an avant l'enregistrement de notre entretien. Pendant plus de 20 ans, il a bu presque tous les jours. Alors sortir complètement de son déni pour affronter la vérité, ça prend du temps. Pour être tout à fait honnête, mon problème, c'est que je trouve que c'est cool, en fait, toujours, l'alcool. J'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie... Je le fais juste parce que je dois le faire. 80% de ma famille, des deux côtés, sont morts de conséquences liées à l'alcool. Mais ils étaient bêtes. Et moi, je suis intelligent. Et du coup, je me dis, je suis intelligent, je bois. Je vais pas mourir, mais... Alors à quoi peut bien nous servir ce déni ? Pourquoi, nous tous là, on a voulu à ce point fuir la vérité ? Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité. Le réel n'est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Et s'il insiste et tient absolument à être perçu, le réel pourra toujours aller se faire voir ailleurs. Si la réalité nous déplaît, on lui tourne le dos, tout simplement. Ouais, mais c'est quoi un réel déplaisant ? Eh bien, je crois que c'est quand le réel dit des choses de nous qu'on n'a pas envie de reconnaître. Peut-être parce que si on les reconnaît, on serait bien obligé de réagir, de se remettre en question, d'apprendre à faire autrement. Et ça... Oh, regardez un oiseau. Je ne m'étonne pas trop que face à la difficulté de percevoir la réalité, surgisse une extraordinaire virtuosité de l'homme à ne pas voir la réalité. C'est extraordinaire de voir que quelqu'un qui voit bien rouge dit non, c'est bleu. Mais au fond, ce n'est pas tellement extraordinaire parce que c'est nécessaire. Si je vois du rouge, je meurs. Donc, les ressources d'imagination que montre l'homme pour refuser de dire que A est A, elle répond à une faiblesse humaine qui est qu'il a un savoir en trop, c'est-à-dire qu'il est capable de savoir tout le tragique de la vie, mais il n'est pas capable de le supporter. Angélique, Alice et moi, on a rapidement revendiqué que boire avec excès faisait partie de notre identité. Si c'était en lien avec notre nature profonde, que ça faisait inévitablement partie de nous, difficile de questionner notre consommation. Oui, mais comme c'est pas hyper valorisant de se définir que par l'alcool, toutes les trois, on a romancé cette identité, pour la rendre un poil plus attrayante. Je me cachais pas du tout de ma consommation d'alcool et j'en étais fière. Angélique. Moi, en fait, je suis partie du principe... très jeune, il fallait vivre vite, en fait. J'avais ce truc d'aller vers tout ce qui était violent, du sang, des larmes, et tout ce qui était dramatique, en fait. J'ai eu toute une période où je restais avec des gens qui étaient violents, qui se battaient dans la rue, etc. Et je me battais avec eux, en fait. Et j'avais une identité qui était complètement hors réalité, en fait. C'est-à-dire que je voulais des choses violentes, je voulais... dans ma tête, je vivais dans un film. Et vraiment, mon idéal féminin, c'était Harley Quinn. No one is like me. If you wanted to even come close, you would have to go to medical school, become a psychiatrist, work in an asylum, fall in love with your patient, break said patient out of said asylum, begin a life of crime, jump into a vat of chemicals to prove yourself to a madman, get arrested by the Batman,
go back to jail, get out of jail with a bomb in your neck, save the world, go back to jail and break out of jail before breaking up with the aforementioned madman and going out on your own. Si Angélique légitimait son mode de vie centré sur l'alcool par son attrait pour les expériences super trash et dark, de mon côté, je justifiais mes excès, mes soirées, mes cuites, mes enchaînements de nuits sans sommeil par mon hyperactivité. Vraiment, pendant de longues années, je me suis répété en boucle cet argumentaire tout simple. Si je brûle ma vie, c'est que je l'aime trop pour perdre mon temps à dormir. Ça, on peut pas me le reprocher. Puis de toute façon, avec ce trop-plein d'énergie-là, je sais pas, c'est absolument vital que j'aille me défouler. Alice, elle se racontait encore une autre histoire. Quand j'étais au lycée, je me retrouvais toute seule chez moi. J'ouvrais une bouteille et je mettais de la musique et j'étais là, trop bien, je suis dans un moment avec moi-même, je suis vraiment une femme libérée et indépendante et autosuffisante. Tu vois, je me souviens que j'étais la seule au lycée à avoir ce mode de vie. Hein. Vraiment, j'ai toujours su au fond de moi que j'étais accro et que c'était pas normal, mais j'assumais pleinement, quoi. C'était mon identité, quoi. Je me souviens que jusqu'à il y a pas longtemps, enfin jusqu'à ce que je me seuvre, ma vision du futur c'était un trou noir en fait. Moi j'étais au max, quoi. J'étais en mode no futur, je vais mourir à 27 ans. Quand je pensais au futur, je me disais je n'ai aucun intérêt à vivre longtemps. En fait, je m'en fous. Je préfère vivre intensément et pas longtemps, quoi. Et dans tous les cas, je savais que si je continuais comme ça, j'allais pas vivre longtemps. Et ça m'allait, en fait. J'avais pas envie, je m'en foutais. J'avais juste envie de kiffer, en fait. C'était vraiment en mode moment présent, mais pas dans le bon sens, quoi. Vraiment, je pensais juste à la prochaine teuf que j'allais faire et comment j'allais acheter ma prochaine bouteille ou quoi. Je crois qu'on perçoit ici, dans les mots d'Alice, là où le déni peut nous emmener. Pour ne pas voir ta consommation d'alcool comme problématique, t'es prêt à tout. Même à t'arranger avec l'idée normalement inconfortable, voire totalement terrifiante de quitter ce monde prématurément. Si mourir jeune n'est pas un problème, tout ce qui peut précipiter ta mort ne l'est pas non plus. Y a pas de problème. J'ai 57 ans, j'ai fait mon parcours, je peux avoir le coup du lapin demain. Ma petite fille pleurera, puis c'est tout. Hemingway disait ceci: l'alcool conserve les fruits et la fumée les viandes. Problème quand même, quand on refuse de reconnaître son addiction, c'est qu'on est pris en plein cercle vicieux. Le déni de ta dépendance te sert à te protéger du diagnostic de cette dépendance. Plus tu deviens dépendant, plus tu dois renforcer ton déni. Et plus tu t'enfonces dans ce déni, moins tu vas te sortir de ta dépendance. Donc au bout d'un moment, le fossé entre ta réalité et celle de ton entourage se creuse. Alors comme Angélique, tu dois redoubler d'efforts pour te convaincre que c'est encore toi qui as raison. Plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des soirées où j'étais la meuf bourrée de la soirée, clairement, et ça devait être complètement pathétique en fait. Et je m'en rends compte aujourd'hui. Mais moi, j'étais dans mon délire de je brûle la chandelle par les deux bouts et je m'en bats les couilles en fait. Pardon. Et je m'en fous complètement en fait. Je jure, moi. Et tant pis si les autres me voyaient. Au bout d'un moment, j'ai passé un cap où tant pis si les autres ils me voyaient comme ça. Je m'en fichais complètement. Pour moi, c'est eux qui avaient tort. Ça, c'est fou. C'est eux qui ne comprenaient pas à quel point se bourrer la gueule, c'est bien. Et à quel point eux, ils sont chiants, en fait. À l'époque, je me rendais pas compte. J'étais dans le jugement perpétuel face aux gens qui ne buvaient pas, en fait. Je comprenais pas leur démarche. Je comprenais pas comment ils pouvaient s'amuser, je comprenais pas... comment ils pouvaient vivre sans alcool. Ça me paraissait complètement fou, quoi. Pourquoi s'infliger ça? Alors j'ai pas honte, hein, parce que voilà, j'étais dans un autre paradigme, hein. C'est tout un paradigme en fait, hein. Tout un système de croyances. Mais je me rends compte des gens à qui j'ai dit des choses des fois, mais ils devaient se dire, mais elle a rien compris à la vie, et ils avaient raison.
J'avais rien compris à la vie, j'avais pas compris ce que c'était de vivre. Et voilà, aujourd'hui je m'en rends compte. C'est ouf. Un paradigme, c'est une vision du monde. Alors une vision du monde qui a sa cohérence, une cohérence puissante, qui explique comment les choses se passent, qui explique ce qui est et qui explique ce qu'on fait là, qui nous explique nous-mêmes. La difficulté, pour envisager d'autres paradigmes, c'est qu'il faut lâcher prise sur une certaine vision et ses conséquences sur l'identification de soi et l'identification de ce qui est autour de nous, pour en trouver un autre. Si on s'identifie totalement à la vision que l'on a du monde et de soi-même, vouloir changer de regard est vécu comme quelque chose d'insupportable. Ça peut conduire à des peurs, ça peut conduire à toutes sortes de choses, et ça peut conduire aussi à des dépassements. La tragédie du déni, c'est qu'à un moment donné, t'es bien le seul à défendre à bout de bras ton paradigme et à croire encore à ta propre histoire. Il y a eu des engagements que j'ai ratés, en fait, qui ont eu des conséquences, quoi. Alice. Oui, hello. Excuse-moi, je suis désolée de prévenir si tard, mais je me suis réveillée avec un gros mal de crâne et je pense que je suis malade, j'ai peut-être le Covid. Donc, sur le moment, tu dis, c'est pas grave, tu vois, t'es encore bourré ou quoi, et t'annules des trucs. Je me sens, j'ai annulé des tafs, je me suis retrouvée genre des mercredis après, encore en after, et je devais garder des enfants toute l'après, mais en fait, j'ai appelé genre 30 minutes avant, bourré, ma boss, quoi, pour lui dire que j'allais pas venir, mais que des trucs comme ça, et je me rends pas compte qu'en fait, vu que j'étais bloquée dans l'appart où j'étais depuis 3 jours et tout, tu te rends pas compte qu'il y a une vie, en fait, qui continue à côté de toi, et que si tu continues, toi, tu vas, petit à petit, tu vas t'écarter du monde des vivants, quoi. Vraiment, j'étais dans le monde des morts, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, j'espère que tu comprends. Merci, à la prochaine. Je sais pas, en fait, je crois que je peux Rémi. Donner l'impression d'une sobriété, mais en fait, en faisant une petite rétrospective de mes 10 dernières années, tout le monde a compris. Et c'est ça qui a été le plus dur à accepter, c'est parce que je pense que je suis quelqu'un d'intelligent, qui peut tromper le monde, mais en fait non. En fait non, en fait tout le monde avait vu, tout le monde avait capté. Alors quand le déni est notre réalité depuis des années, qu'il se base sur un système de croyances, une vision du monde et une identité justifiée, argumentée, romancée, comment en sortir ? Qu'est-ce qui nous a fait prendre conscience que notre consommation d'alcool est un véritable problème auquel on va devoir faire face ? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de règle, évidemment. C'est propre à chacun de nous. Rémi, lui, il l'a ressenti dans sa chair. Il n'y avait pas le mot alcoolique, et il y avait le mot peut-être, mais à aucun moment ça a été un problème pour moi, dans le sens où ça m'a apporté que du bien pendant des années, que du bien. C'est ça le truc. Voilà, donc la vraie question c'est à quel moment ça me pose vraiment un problème. Et en fait, c'est très bête. Et c'est les gens, la vie sociale, ton cercle d'amis qui commence à se réduire. Mais toi, parce que l'alcool, ça te donne de la confiance. Donc tu te dis que c'est eux les cons. Mais en fait, c'est toi le con au bout d'un moment. Donc, à quel moment j'ai compris que c'était moi le con ? Il n'y a pas si longtemps que ça. Vraiment, il y a même pas un an. Je l'ai pas compris, je l'ai juste ressenti vraiment profondément comme un sentiment, comme de l'amour ou comme de la haine ou
comme ces sentiments puissants qu'on ressent. Ça m'a pris sans que je m'y attende, mais en tout cas, je sais que ça a mis 20 ans peut-être voilà, mais je bois un petit coup. Alice, quant à elle, elle est sortie du déni par une succession d'événements. Des événements de plus en plus dramatiques, qui ont créé des micro-déclics. Les moments de lucidité sont arrivés vers 20 ans à peu près. Il y a quand même eu un événement qui m'a un petit déclic quand je me suis fait casser la gueule par une fille, une certaine personne, en after. Là, ça a été un premier déclic, tu vois. Donc là, je viens de me faire casser la gueule quand même, d'accord ? Ou toutes les fois où je me suis fait agresser par des mecs, etc. Enfin, je me suis fait quand même violer plusieurs fois, bourré ou défoncé. Ça, oui. Voilà quoi. Chaque soirée, chaque moment, chaque événement négatif qui se passe, c'est un mini déclic quoi. Pour Angélique, ce sont des prises de conscience successives. La violence dans son couple due à l'alcool, la difficulté éprouvée à mener à terme ses études et la mort de sa grand-mère. Ma grand-mère, que j'aimais énormément, est décédée d'un cancer du sein. Du coup, je me suis dit, waouh, j'ai eu une grand-mère géniale. Moi, je veux être grand-mère un jour, pour donner ce qu'elle m'a donné. Et en fait, clairement, si je meurs avant, mais en fait, je vais jamais pouvoir vivre ça. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience que je voulais vivre longtemps. Et c'était juste avant, 8 mois avant mon arrêt d'alcool. Donc ça m'a vraiment marquée. Et je pense que ça a changé mon identité à ce moment-là. Ah bah non, en fait, je veux être autre chose. Pour Louise et Ilias, c'est un trop-plein qu'ils ressentaient depuis longtemps, mis en exergue par une rupture amoureuse. J'ai toujours su que c'était pas une bonne chose. Et en fait, je pense que le déclic s'est fait après, à la fin d'une relation avec quelqu'un qui m'a, un peu entre les mots, reproché que je sois pas capable d'interagir sans ça. Et que du coup, ça faussait les rapports, ce qui était vrai. J'en avais déjà conscience avant, mais là, ça a été peut-être le déclic qui m'a fait dire, ok, là, il y a un problème. C'est important de réaliser que quand on boit, on est souvent pas soi-même et que les relations qu'on construit sont souvent des illusions et que si tu rencontres quelqu'un quand t'es alcoolisé, que tu sympathises énormément avec lui, le jour où tu le verras sobre, peut-être que ce sera complètement différent. Et donc c'est compliqué Enfin, en fait, voilà, c'est que soit tu passes toute ta vie alcoolisé pour ne jamais te rendre compte que tout ça est faux, soit il faut te rendre compte et vraiment se mettre un coup de fouet pour changer les choses. En tout cas, moi, j'en ai très envie. Ça va finir par arriver. Petite note d'espoir. En fait, c'est un processus qui s'est fait sur le long terme. J'essaie déjà de calmer parce que j'en avais vraiment marre de m'excuser tous les lendemains des bêtises que j'avais fait la veille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le fait de pas pouvoir s'arrêter, de pouvoir enchaîner plusieurs journées, avoir une sorte de décadence au niveau de ton hygiène de vie et avoir des vrais problèmes qui se répercutent dans ta vie sociale, dans ta vie amicale, dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle. Et surtout par rapport, je pense qu'on va jamais écouter ce podcast, mais par rapport à Valentine, ouais, genre je le regrette vraiment, tu vois. Ouais, genre c'est un truc, ouais, genre que c'est un truc qui m'a fait vraiment créer un déclic. J'ai perdu la personne que j'aimais, qui m'aimait et avec qui genre ça va pas être possible de recréer quelque chose avec elle. Pourquoi ? Parce que genre il y a une instabilité derrière une consommation excessive d'un produit auquel je peux me passer. Aujourd'hui, le produit, je m'en suis passé, mais la relation est détruite. Comme on dit, la rupture est consommée. De mon côté, j'ai pris conscience du problème en prenant un verre avec une très bonne amie. En fait, j'ai vu son regard. Elle ne croyait pas un mot de ce que je lui racontais.
Mais si, je te jure, c'est génial avec Rémi. C'est le grand amour, c'est passionnel. On boit trop, c'est vrai. Mais on s'est dit qu'on allait faire des efforts. En vrai, on gère. Puis on a envie de faire un gosse, donc ça va s'arranger tout seul. Non. Vraiment, elle y croyait pas. Et c'est dans ces silences que moi j'ai compris que j'y croyais plus non plus. C'était en novembre, j'avais 23 ans, et le soir même, je suis rentrée dans l'appartement où je passais tout mon temps, chez Rémi. Et d'un coup, j'ai vu toute la détresse de cette vie que je prétendais aimer au point de la brûler. Faut s'imaginer, les canettes de bière sur le sol, les taches des verres de vin renversés sur nos draps, les trous de cigarettes dans le canapé, la pourriture qui grignotait les coquillettes qu'on avait laissées dans l'évier. Ça, c'était censé être la carte postale de ma vie. La photographie de mon bonheur. Ouais. J'ai pleuré, il a haussé la voix et je suis partie. Dans le métro, tout de suite, je me suis informée sur les services en addictologie pour les jeunes. Il me fallait de l'aide. Parce que sortir du déni, ça fait mal. C'est se prendre une grosse claque. C'est se rendre compte que ton château, c'est un château de cartes. Mais sortir du déni, c'est le point de départ d'une guérison. Parce que maintenant que t'as conscientisé même un tout petit peu ton problème, tu vas pouvoir avancer. Dans le 3e épisode, on partira en exploration pour voir un peu ce que dissimulent nos consommations excessives. L'alcool est l'arbre qui cache la forêt. Ensemble, on va s'y balader. Le Dernier Verre est un podcast autoproduit et non monétisé. Un immense merci au talentueux Benjamin Liouville qui a réalisé tout le sound design des épisodes et qui les a mixés. Il a aussi composé certaines des musiques, tout comme Théo Géraudel, Antoine Barra, Xavier Crouet, James Breck et Raphaël Dinasquet. Quant à l'identité visuelle, elle est signée Alexandre Matou. À tous, je leur dis un énorme merci. Dans la description de l'épisode, vous trouverez toutes les références et tous les crédits des extraits entendus. Ce podcast ne peut exister que grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute.